Nous sommes donc aux abords immédiats du château réputé hanté de Rode-Saint-Pierre. Nous sommes postés à proximité du pont-levis, où le carrosse mystérieux devrait faire son apparition. Ce dernier est supposé venir des ruines du pressoir, lesquelles n'existent plus depuis déjà quelques années, remonter la rue des Tilleuls, avant de s'engager vers le donjon. L'heure de minuit approche, et comme je l'ai dit, l'ambiance est à couper au couteau. Il faut bien comprendre ici que ce n'est pas la peur de voir arriver les fantômes qui nous envahit Daniel et moi. Nous en avons vu d'autres et on imagine sans mal que Théo, le paracommando qui nous accompagne, a dû rencontrer des situations bien plus stressantes. C'est que vraiment l'ambiance est très particulière, indescriptible, et je manque d'ailleurs de mots pour l'exprimer. Il y a bien entendu des éléments très connus, par exemple le fait de se retrouver dans l'obscurité, presque complète, fait vagabonder les imaginations. On ne voit pas bien ce qui nous entoure et tout est possible, surtout lorsqu'on attend des fantômes. Les éléments anodins en temps normal prennent un autre relief et par exemple, le clapotis de l'eau des douves nous semble parfois ressembler au bruit que feraient des sabots au loin, des sabots de chevaux, ceux du carrosse hanté, mais ce n'est pas ça. Nous le savons bien, nous le ressentons. Ce qui se passe, nous commençons tout doucement à le comprendre. C'est la croix bizarre par sa forme inhabituelle, qui semble irradier quelques maléfices et se propager à la nature qui nous entoure. La chapelle sinistre nous fait penser à un film de Dracula. Derrière les arbres noirs, on croit distinguer 1000 petits yeux qui nous épient, comme dans certains films de Walt Disney. Mais nous faisons très bien la différence entre les petites hallucinations et illusions d'optique dont nous pouvons être victimes dans cette situation, et une espèce d'hostilité qui se dégage de la croix et se propage jusqu'à nous. Malgré que cela semble invraisemblable, on ne peut pas s'empêcher de dire que c'est à cause d'elle que le chien hurle à la mort au loin. Ça n'a pas de sens, mais c'est elle qui attire les chauves-souris, les rats et les chats noirs. On ressent l'imminence d'un danger terrible, implacable, l'irruption soudaine d'un monstre indéfinissable. La tension est à son comble. Tous les sens en éveil, le trio scrute le château de toutes parts. Mais l'heure de minuit passe et aucun fantôme, aucun carrosse ne se manifeste, avec ou sans chaud. Il n'y a pas non plus de lueurs sinistres ou meurtrières, ni de longs cris ou de plaintes lugubres. On s'en doutait un peu, remarquez, mais nous sommes quand même déçus. Nous n'aurons pas grand-chose à raconter de notre expédition. À ce propos, nous ne savons pas à quel point nous nous trompons. Le temps passe, la marge de sécurité est dépassée aussi. Il est clair que les fantômes ne viendront pas. Pourtant, alors que l'heure de minuit est largement franchie et que le stress des enquêteurs en herbe est redescendu de plusieurs crans, l'ambiance, elle, est toujours bien présente. L'hostilité incompréhensible qui nous entoure est toujours là, comme personnifiée, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de nous faire quoi au juste? On ne sait pas, en fait. Et c'est là que Théo, comme Archimède, nous sort du bain. Il vient de comprendre ce qui cloche avec la croix. En fait, la croix n'a rien de bizarre. Son socle est seulement cassé, la croix a dû tomber et quelqu'un l'a replacée, mais pas dans le bon sens. C'est pour cela que son excroissance présente un je ne sais quoi d'incongru. C'était tout simple, mais il fallait y penser. Théo, tout en illustrant ses propos, se saisit de la croix et la remet dans le bon sens. Et c'est là, juste à ce moment, que l'extraordinaire se produit. Instantanément, la nuit redevient calme, tranquille, sereine. Le chien ne hurle plus. Il n'y a plus de clapotis dans les douves. L'eau s'écoule tranquillement. Il n'y a plus d'animaux. Les ombres qui nous épiaient ont disparu. Ce n'est pas seulement subjectif, même s'il y a aussi de l'autosuggestion, mais c'est maintenant le calme plat. Ça ne repose évidemment sur rien, mais le lien de cause à effet vient automatiquement à l'esprit. Le symbole de la croix,
une fois rétabli dans sa configuration d'origine, a mis fin au sortilège. Nous nous regardons, interdits, ébahis. Le changement a été si rapide, dans une simultanéité parfaite, que ça nous laisse pantois, et c'est finalement le phénomène le plus étonnant que nous avons vécu jusque-là. Sauf qu'à ce moment-là, des torches électriques se braquent sur nous. 5 inconnus font irruption, sortis d'un baraquement, armes au poing. Oui, ces hommes, sortis de nulle part, sont armés. Ils ont des armes à feu et ils les braquent sur nous. Ils nous disent quelque chose que nous ne comprenons pas, Daniel et moi, car nous sommes en pays flamand, on y parle le néerlandais. Théo comprend et parle le flamand et s'explique avec eux dans un calme olympien. Nous avons alors l'explication, ce sont les gardes du château. Ils sont là pour s'assurer que des vandales ne viennent pas dégrader l'édifice, et ils rengainent leurs armes. Mais tout de même, le comte Baudouin Cornet Delcius de Pessan, il aurait pu les prévenir. Ça nous aurait évité les émotions. On suppose qu'il a dû les oublier. En attendant, les gardes sont très amusés de notre présence un peu insolite. Il nous faut comprendre, grâce à la traduction de Théo, qu'ils sont là toute l'année, tous les jours, ou plutôt toutes les nuits, et que jamais ils n'ont vu le moindre fantôme. Ils nous invitent aussi à quitter les lieux, et de toute façon, nous avons bien compris qu'il n'y avait plus aucune raison de rester là. Le trio rejoint donc la capitale. Nous ne sommes pas très fiers parce que finalement on n'a rien vu. On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé, mais en fait, rien de ce que nous attendions. Nous avons vécu une petite aventure, assez désagréable d'ailleurs, parce que les armes à feu, quand on n'est pas du bon côté, c'est assez déplaisant. Dans le petit journal que nous éditons et qui s'appelle Énigme, c'est un journal tout simple, réalisé avec des feuilles A4 polycopiés en noir et blanc et avec très peu d'illustrations quand il y en a. On ne pourra pas raconter grand-chose. On pourra parler du côté historique du château, de sa beauté, car c'est réellement un très beau château, mais pour le reste, au niveau de sa légende et de ses fantômes, on ne pourra que dire une seule chose, c'est que rien ne se traduit dans la réalité. Eh bien, figurez-vous que là aussi, c'était une fameuse erreur. À bientôt pour la suite.